À Kinshasa, pendant que certains enfants révisent leurs notes, les autres vivent dans la rue. Pendant que certaines mamans prient pour l'avenir de leurs enfants, il y a de ceux qui peinent toute la nuit à attendre leurs fils qui ne reviennent pas. La grande question est celle de savoir, mesdames et messieurs, entre délinquance juvénile, mauvaise fréquentation, nous nous posons la question de savoir et si l'éducation pourrait être une lueur d'espoir pour la jeunesse congolaise. Et c'est ici même, dans Jeune Impact, mesdames et messieurs, que nous allons passer au peigne fin ces sujets que nous estimons intéressants, avec une invitée intéressante, dans une émission intéressante, ici même dans une chaîne exceptionnelle, pour parler, mesdames et messieurs, de l'encadrement des jeunes. Comment prévenir la délinquance juvénile par l'encadrement et l'éducation? Ici même dans Jeune Impact, on se retrouve tout juste après ces jingles. Et oui, mesdames et messieurs, nous ouvrons un débat sans détour autour du thème comment prévenir la délinquance juvénile par l'encadrement et l'éducation. Je ne serai pas seul dans ces plateaux, comme je l'ai annoncé. Je reçois Madame Nathalie Kilelezi Angelani, enseignante d'université. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, bonsoir. Madame Nathalie. Bonsoir, Monsieur David. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue dans Jeune Impact. Je suis très honorée d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, comment vous trouvez les cadres? En tout cas, c'est un très beau cadre. On y respire bien et ça pousse encore à avoir une très grande inspiration. Ça, c'est sûr. Et bravo aux responsables et organisateurs voilà, de cette émission, Génération d'Impact. Et merci de m'avoir honoré et d'avoir fait en sorte que je sois là aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Vous avez pris votre temps, malgré vos occupations, vous avez accepté d'accepter notre invitation. Merci infiniment. Nous entrons directement au vif de notre sujet. Selon vous, aujourd'hui, pourquoi observe-t-on cette montée en puissance de la délinquance juvénile au sein de la société congolaise? En tout cas, merci pour cette première question déjà. Moi, je dirais ceci. Cette montée de la délinquance juvénile est un produit résultant de plusieurs facteurs. D'un côté, nous faisons face à une société qui évolue rapidement. Okay. Mais l'encadrement de nombreux jeunes ne suit pas toujours au même rythme. Il faudrait savoir que d'un côté, il y a des difficultés économiques et sociales. Il y a aussi l'influence de certains environnements, les réseaux sociaux mal utilisés. Il y a la consommation de certaines substances. Mais sans détour, nous disons aussi, il y a aussi des jeunes qui ont été abandonnés et livrés à leur triste sort. Pour dire qu'un jeune qui n'a plus de repères cherche une attention ailleurs. Et quand il cherche une attention ailleurs, il cherchera à se faire remarquer par ses besoins de recevoir une reconnaissance quelconque. Et sans un bon encadrement, nous ne sommes pas loin d'observation de tout ce qu'il y a comme déviation remarquée et constatée aujourd'hui. Alors, merci Madame Nathalie. Est-ce que vous pensez que le manque d'éducation familiale peut également être un facteur clé de ces délinquants juvéniles? Oui, je dirais même que c'est un facteur capital. À savoir que la famille... Parce que l'éducation familiale, c'est la base. Exactement. L'éducation familiale, c'est la base, vous venez de le souligner. Et je dirais même plus pour enchérir cette idée que la famille, c'est la première école de la vie. C'est dans la famille que l'enfant apprend le respect. L'enfant apprend le respect, les responsabilités, les valeurs proprement dites. Mais dans notre contexte, je dirais ceci. Vu tout ce que la population traverse du point de vue social et économique,
laisser toute la responsabilité aux parents serait aussi une tâche très difficile. Okay. Parce qu'entre chercher les Madé Swabana d'un côté et faire en sorte de suivre l'évolution, la plupart des parents ont baissé cet élan éducatif qui était pourtant très capital pour la construction de notre jeunesse. Okay. Alors, c'est pourquoi nous pouvons rajouter en disant ceci, nous devons faire de l'éducation une affaire de tous. Okay. Ça concerne nos différentes organisations, tant sociales que voilà, dans tous les aspects de la vie, et d'autre côté, les différentes communautés. Parce qu'un jeune qui évolue dans une communauté où on lui dit qu'il a de l'avenir, c'est quelqu'un qui cherchera à se surpasser et à mieux se positionner pour être utile aussi dans la société plutôt que d'être un spectateur. Voilà. Je retiens ce que vous avez dit, faire l'éducation une affaire de tous. Et partant de ça, je vois la gratuité de l'enseignement lancée par le chef de l'État lors de sa prise de pouvoir. Est-ce que vous pensez également que le gouvernement a également un rôle capital à jouer dans cette lutte contre la délinquance juvénile? Comme je le disais tout à l'heure, faire de l'éducation une affaire de tous. À savoir que c'est en mettant la gratuité de l'enseignement, c'est déjà un pas? C'est un très grand pas. Okay. Et moi, j'aurais même souhaité que cette initiative soit réellement accompagnée par tous les acteurs, tant politiques que c'est œuvrant dans les secteurs privés. Il y a ceux qui disent que ça n'a pas abouti à des résultats escomptés, la gratuité de l'enseignement. Alors, il faut voir d'où venaient les failles. Okay. Parce que quand une initiative est louable, il faut les dire et l'encourager. Parce que savoir qu'aujourd'hui, cette jeunesse que l'on forme, c'est cette jeunesse qui prendra la relève de demain. Okay. Alors négliger, bafouer ou bien compromettre des initiatives louables qui pouvaient faire en sorte de relever les niveaux de notre éducation et faire même en sorte que nous ne subissons pas tout ce qu'on subit aujourd'hui. Okay. Parce que d'une part, un jeune qui est occupé dans l'école, dans la formation professionnelle, dans le sport, dans l'art ou bien toute activité utile, ces jeunes construit déjà son estime de soi et développe ses talents. Et celui-là, il peut même se projeter dans l'avenir, dire que d'une manière ou d'une autre, il est utile. Lorsqu'on se sent utile, on se donne à fond, on se donne de moyens pour devenir incontournable. Mais lorsqu'on pense que la société vous donne l'impression de ne pas avoir besoin de vous, vous cherchez à vous créer votre univers. Et sans une bonne base, sans de mentors et de coachs efficaces à côté, ben, vous tombez dans tout ce qui n'est pas utile. Voilà, vous sombrez. Alors, Madame Nathalie, je l'ai mentionné au début, que vous êtes enseignante d'université. Exactement. Puisque nous parlons de l'éducation et de l'encadrement, j'aimerais également savoir en quoi l'éducation peut-elle devenir une arme forte dans cette lutte que vous menez également contre la délinquance juvénile. Merci beaucoup. Il faudrait savoir que le métier déjà d'enseignant ou bien enseignante, c'est quelque chose que l'on fait par passion. Okay. On développe des compétences. Moi, je pense que pour que les compétences deviennent même voilà, une grande valeur, il faudrait qu'on cherche à le mettre à la disposition des autres. Okay. Recevoir pour redonner et redonner encore à un plus grand échelle. Alors, l'éducation ne consiste pas seulement à apprendre à lire et à écrire. L'éducation consiste à apprendre aussi à réfléchir. Okay. À dire à cette jeunesse-là qu'ils sont réellement l'avenir de demain. Et pour qu'ils le sachent, ils devraient en prendre conscience. À aider la jeunesse à se former, à se forger leur propre avenir de demain. Et se forger l'avenir de demain, se projeter dans l'avenir, stipulerait d'une manière ou d'une autre, se sentir importante. Alors oui, l'éducation, c'est la base. L'éducation, c'est cet ingrédient, moi je peux dire même secret, cette arme forte, une arme forte que la population congolaise ou bien les autorités congolaises pourraient utiliser pour tant soit peu tenter de stopper l'élan chaotique de tout ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Madame Nathalie Kilélési, je rappelle que vous êtes enseignante d'université. Mesdames et messieurs, si vous nous avez pris en cours de diffusion, nous parlons de l'impact de l'éducation dans la lutte contre la délinquance juvénile. Madame Nathalie, vous donnez déjà vous donnez fort et je pense que nos téléspectateurs comprennent
exactement ce que vous dites et ce que nous allons encore dire le long de cette émission. Vous avez dit que l'éducation, c'est la base. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'école congolaise joue-t-elle pleinement son rôle dans l'encadrement de jeunes? Parce qu'on nous a appris quand nous étions petits à l'école que si tu rates l'éducation à la maison, à l'école, si tu rates à l'école, c'est à l'église. Mais si déjà, comme vous avez dit en début de matière ici, que la famille ne peut pas tout donner, donc ça revient à l'école de faire son travail. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'école joue-t-elle pleinement son rôle dans l'encadrement de jeunes? Est-ce qu'il y a des cours qui sont adaptés, ou soit il y a le maths numération, maths problème qu'on connaît tous avant? Est-ce que le système éducatif congolais est en bas d'étage? Oui, je le dirais pleinement et je vais argumenter en disant ceci. L'école, c'est le deuxième milieu, c'est la prolongation. L'enfant reçoit les bases, les premières bases dans la famille. Et une fois atteint un âge, l'école reprend la relève d'une manière ou d'une autre. Mais je crois que la faiblesse ou bien les difficultés sociales, les difficultés, s'il faut les dire comme ça, difficultés sociales et économiques ont fragilisé beaucoup de structures. En commençant d'abord par la première structure des bases qui est la famille. Aujourd'hui, la famille ne joue pas pleinement son rôle parce qu'on est occupé d'abord à chercher de quoi faire subvenir cette structure. Et les écoles aujourd'hui, je crois que c'est remarquable, il y a un relâchement. À l'époque, lorsqu'on te disait que tel élève était diplômé, tu ressentais une certaine faculté en cette personne. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est triste de le dire. Vous savez, lorsque nous sommes... des licenciés qui ne savent pas écrire. Voilà, des licenciés qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire. Nous ne disons pas que les professeurs ne sont pas à la hauteur, mais je crois qu'il y a une mauvaise prise en charge. Et là, c'est encore une interpellation par rapport à nos autorités. Madame Nathalie, je ne vous arrache pas la parole, mais j'aimerais un peu ouvrir une brèche par rapport à l'ancien temps et aujourd'hui. Est-ce que vous pensez également que la venue de l'intelligence artificielle a également baissé le niveau des élèves? Parce qu'aujourd'hui, les élèves ne travaillent plus avec leur tête, ils sont tous scotchés avec l'intelligence artificielle. Est-ce que ça ne vient pas en quelque sorte réduire la capacité des élèves de pouvoir réfléchir, de la jeunesse? En tout cas, je dirais ceci, Monsieur David, c'est que lorsqu'on accède à une certaine dimension, il doit y avoir une préparation préalable. Et moi, je crois qu'avec l'évolution actuelle du monde, c'est à nous de faire en sorte de mettre les dispositions utiles pour que notre jeunesse soit aussi à la hauteur. Nous mettons à la disposition de la jeunesse des outils sans une préparation préalable. L'intelligence artificielle en soi, c'est bon. Mais est-ce qu'il y a un encadrement derrière cela? Il y a une surveillance. Vous savez qu'il y a d'autres établissements, avant la soumission de travaux, on exige une détection à l'IA. Cela, c'est déjà une manière de pouvoir interpeller les apprenants ou bien les étudiants, les élèves, pour leur dire qu'il faut utiliser. Vous savez, on peut vous recadrer indirectement, simplement par les mesures mises ou bien de mesures prises déjà en amont. Donc, cette manière, cette surveillance, elle est importante. Ne pas laisser les étudiants, les élèves, voilà, la population même, s'il faut dire, dans l'ensemble, seule face à une nouvelle découverte. Elle est géniale, mais ça nécessite un accompagnement en permanence, un recadrement, si on peut dire, pour mieux utiliser. Alors, Madame Nathalie Kilelezi, est-ce que faut-il aujourd'hui dans le système scolaire congolais intégrer des programmes d'entrepreneuriat et de morale? Parce qu'aujourd'hui, il y a également des jeunes qui se disent que je ne serai pas quelqu'un dans la vie. Alors que s'il y a déjà des projets d'entrepreneuriat, ça booste les jeunes à pouvoir également se lancer dans l'entrepreneuriat et faire quelque chose dans la vie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'intégrer de pareils programmes pourrait également booster la manière de réfléchir des jeunes? Exactement. Il y a très peu, j'ai eu à intervenir sur un sujet similaire. Et moi, je disais ceci, le système éducatif ne doit pas être stagnant. Pourquoi je l'ai dit? C'est-à-dire le monde évolue, il faut suivre l'évolution, il faut faire une mise à jour. Parce que les contextes d'hier ne sont pas forcément les contextes d'aujourd'hui.
Alors, d'une part, avec tout ce que nous observons et l'accroissement aussi de la population congolaise, il faut le dire, peut-être que la prise en charge dans différentes entreprises sont maintenant insuffisantes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer des mécanismes d'autoprise en charge dans le jeu de chaque jeune. C'est-à-dire, nous les formons pour mieux travailler pour les autres, mais nous les formons également pour pouvoir mettre en place des structures efficaces, parce qu'ils en ont les moyens, l'intelligence, les potentiels, les capacités, tout ça. C'est déjà un mélange nécessaire, efficace. Il manque simplement des orientations clés. Leur dire qu'en 7 ans, tu peux faire ceci et comment le faire. Déclencher même un leadership déjà en est. Parce que vous savez, c'est nous, en les formant, qu'on peut leur dire qu'à cette étape, tu peux faire ceci, cela. Développer même des stratégies de survie en milieu hostile. C'est à nous de pouvoir prédisposer cela dans la tête. Mais lorsque nous les formons déjà, ils peinent à trouver même déjà de structures dans lesquelles faire leur stage. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est là où, dans cette intervention, moi je proposais qu'il y ait une collaboration entre les entités publiques, entre les entreprises privées et aussi les universités. Déjà bien avant même de sortir de l'université, parce qu'il faut dire, chaque année nous sommes censés produire une crème, mais pour la redéverser où? Et c'est à nous de pouvoir bien réarranger les circuits, former correctement le jeune à pouvoir s'en sortir dans n'importe quelle situation qui pouvait subvenir. Et dans ces cas-là, nous pourrons dire que réellement, nous sommes en train de faire pleinement notre travail. Madame Nathalie Kilelezi, aujourd'hui, la Bible a dit tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, on vous nomme ministre de la jeunesse. Vous trouvez une jeunesse avec une montée de la délinquance. Qu'allez-vous faire en premier pour recadrer ces jeunes? Il est d'abord important, vous savez, ce qui est déjà... Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus, les images vont rester. Oui. Ce qui est bon chez nous, c'est que le problème est déjà connu. Il faut simplement mettre en place des solutions, mais des solutions efficaces, adaptables à chaque type de solution. La délinquance juvénile, elle est déjà là. Il faut mettre en place des structures d'encadrement et réencadrement. Parce qu'il y en a d'autres qui étaient encadrés au départ, mais par manque de repères, par manque de coaching, par manque de personnes tout autour d'eux qui pouvaient leur montrer le chemin, ils se sont perdus complètement. Alors pour moi, je dirais que la démarche, elle est simple. Mettre en place des structures de formation, afin de permettre à chaque jeune de développer d'abord ses talents. On ne peut pas prendre tout le monde et le mettre dans le même panier d'emblée comme ça. C'est-à-dire là où M. David aime le sport, moi forcément j'aime la musique. Alors développer des activités dans chaque commune. Vous savez, le mal, les prendre dans la globalité, c'est quelque chose qui serait difficile. Kinshasa est grand, et la RDC en soi, elle est aussi grande. Alors, il y a une responsabilité de partager dans chaque commune. Si dans chaque commune, nous pouvons organiser des activités pouvant susciter d'abord dans le cœur de jeunes l'envie de se mettre ensemble et de travailler. Parce que être ministre, c'est bien. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas faire tout le travail soi-même. On a besoin d'un accompagnement. Et si tu es ministre de la jeunesse, eh bien, tes premiers partenaires, c'est cette jeunesse. Déjà les écouter, mais donner une ligne directive. Ceux qui voudront réellement travailler en toute objectivité. Pas question, voilà, de mettre en profit, voilà, ceux qui peut-être étaient là et n'ont pas fait. Mais ceux qui ont déjà fait un très bon travail remarquable, les reconduire. Mais associer aussi la jeunesse directement. Organiser des activités proprement dites allant dans le sens d'éduquer. On parle de sport. Généralement, la plupart des sportifs sont très bien, voilà, comme on dit, disciplinés. C'est une discipline, déjà, c'est un sport qui éduque. Donc, que ce soit les judo, tout ce qu'on peut prendre dans ce sens, la musique et autres, mais chercher à réunir les jeunes, à les conscientiser qu'on doit travailler ensemble. Formuler une stratégie proprement dite que nous allons suivre et chacun va travailler de son côté. C'est faire travailler tout le monde. Parce que le Congo n'appartient pas qu'à une personne. Le Congo nous appartient à nous tous. Et c'est à chacun d'entre nous de prendre
de mettre aussi une part, sa touche personnelle, comme on dit, rajouter sa propre cerise sur les gâteaux, de telle façon que nous puissions connaître un développement. Pas aller dans le sens des spectateurs, voir si bon, ça va capoter d'une manière ou d'une autre, parce que quand ça capote, nous subissons tous des répercussions. Mais quand ça marche, ça sera louable et pour la population et aussi pour les différentes institutions. Madame Nathalie Kilelezi, je rappelle également que vous êtes membre du collectif Jeunesse Active, dirigé par le coordonnateur M. Jonathan Tchabenda, que je salue. Vous avez, je crois l'année passée, déposé quelques propositions au ministère de la Jeunesse. La ministre de la Jeunesse avait lancé des consultations de jeunes et il y a eu le village d'opportunités. Vous étiez parti avec le collectif Jeunesse Active. Déjà, comment avez-vous apprécié l'idée du ministère de la Jeunesse de lancer des consultations de la jeunesse? Elle était d'une importance cruciale. Est-ce que c'était prioritaire déjà? Parce qu'il y a de ceux qui se disaient que les problèmes des jeunes sont déjà connus. Est-ce c'est une priorité de lancer encore les consultations de jeunes? Bon, moi, je dirais que certainement, ils avaient l'air raison. Parce que, comme je l'ai dit tout au départ, je pense que le problème majeur de jeunes sont déjà connus. Mais je crois que c'était aussi dans l'idée de se faire son propre opinion, voir aussi d'une part si la jeunesse elle était prête à répondre. C'est ce qui a fait qu'ensemble avec le collectif Jeunesse Active, nous nous sommes présentés ayant en amont déjà cet esprit patriotique. Il y a des jeunes qui sont prêts à travailler même pour rien, parce que cette terre ici nous appartient. Et d'une manière ou d'une autre, nous sommes redevables. Et c'est comme ça que je crois que beaucoup voilà, des structures à caractère jeune se sont redirigées pour prêter main forte à ces ministères que nous pensons pouvoir tous porter ensemble pour avoir des résultats concrets. Sortir des théories et vraiment vivre en soi sur terrain des réalisations concrètes que l'on peut rattacher aussi à ces parcours qui sont en train déjà de mener. Est-ce que vos recommandations ont été prises en compte? Bon. Soit vous avez eu un 12. Bon, en tout cas, on n'a pas eu une suite. Mais bon, je dirais probablement avec les échanges. Est-ce qu'il y a l'un de vos projets qui ont été mis en lumière par les ministères? Bon, je ne dirais pas vraiment cela d'emblée comme ça. Vous savez, lorsque nous nous sommes présentés, le plus important, c'est que peu importe d'où viennent les idées, que ça aboutit simplement à un changement là dans le sens positif. Il y a des personnes qui sont prêtes à être même des héroïnes dans l'ombre, pourvu qu'il y ait un changement, pourvu que la population puisse avoir un élan d'espoir, un souffle nouveau et croire en un avenir meilleur. Alors, peu importe d'où ils pouvaient puiser les idées, l'essentiel était qu'ils acheminent cela jusqu'à la fin et que réellement l'impact soit vraiment remarquable. On ne parle pas du collectif Jeunesse Active ici, mais permettez-moi un peu de parler de ça. C'est quoi le combat que vous menez au sein du collectif Jeunesse Active? Je crois que le collectif Jeunesse Active, c'est les jeunes qui se sont mis ensemble, conscients déjà de leur part des responsabilités par rapport à la reconstruction de notre pays. Nous devons reconstruire un Congo meilleur, un Congo plus beau qu'avant. Nous les chantons, vous savez, des fois nous chantons notre hymne national, mais nous ne comprenons pas, ou bien nous ne faisons pas l'analyse de chaque mot et texte voilà, reconstruit dans cela. Alors, c'est déjà de notre responsabilité à nous tous. Et cette partie de la jeunesse, venant des différents coins, nous nous sommes mis ensemble visant à obtenir un changement. Donc que chacun mette, comme on dit, sa main, comme on dit, dans cette réalisation. Merci Madame Nathalie. Je passe également mes salutations au coordonnateur, M. Jonathan Tchabenda, pour cette belle initiative de soutien aux jeunes. Madame Nathalie, à travers votre expérience, est-ce que avez-vous déjà vu un jeune être transformé par l'encadrement? Parce qu'ici, la thématique est comment prévenir la délinquance par l'éducation et l'encadrement. Partant votre expérience, est-ce que vous avez déjà vu un jeune être transformé rien que par l'encadrement? Oui, je l'ai vu, testé,
approuvé même. Ok, expliquez-nous. Parce qu'il faut dire que Madame Nathalie, elle est aussi présidente d'une fondation. Oh, parlez-nous également de la fondation. Et voilà, c'est la fondation J'ai un cœur. Okay. J'ai eu à faire beaucoup de choses dans la vie par passion, mais par esprit patriotique. Le sens du devoir avant tout, l'envie de servir et de très bien le faire. Alors, la fondation J'ai un cœur est une structure qui se spécialise dans l'accompagnement, déjà à caractère social, parlant de formation proprement dite. Et ces formations-là, nous les avons faites à nos propres frais, sans accompagnement quelconque. C'est pour vous dire, Monsieur David, que chacun d'entre nous est responsable. C'est moi face au Congo, moi face à cette terre qui m'a vu naître, qui compte aussi sur moi. C'est là où on parle de droits et de devoirs de citoyens, parce que parmi l'un des cours qui a réveillé ces sentiments patriotiques en moi, je parle du cours d'éducation à la nouvelle citoyenneté, dont j'ai eu la grâce de pouvoir dispenser. Alors, il y a un aspect social qui offre des formations gratuites et la réinsertion en faveur des orphelins, proprement dites, et de toute personne vulnérable, mais aussi un accompagnement à caractère financier qui part du fait d'octroyer des microcrédits, pour offrir un moyen concret de sortir durablement de la pauvreté. Et au travers de cette structure, nous avons accompagné plus de 300, maintenant on peut parler même plus de 400 jeunes, en faisant de formation, en redonnant une nouvelle identité à la jeunesse. Et lorsqu'un jeune se voit octroyer une opportunité d'apprendre et d'être accompagné, il redéfinit sa manière de voir le monde. Il redéfinit complètement. Je vous ai dit, pendant que je faisais même la campagne électorale, parce que je faisais aussi partie du lot, j'ai cette grâce. Je crois que c'est une grâce venant de Dieu, parce que je suis aussi une femme chrétienne, prédicatrice et modératrice aussi. Et j'ai cette facilité-là d'approcher toute catégorie de la jeunesse sans crainte. Vous savez, à certaines personnes, c'est quand ils sentent que vous les prenez des hauts. Mais lorsque vous descendez à leur niveau pour leur dire, Master, l'objet cause à la meilleure. Tourne à morgue. Ou se rendre compte qu'il y en a d'autres qui se pensaient être meilleurs, ou même qui étaient meilleurs, mais qui ne sont plus. Et la Bible le rassure, vous rajoutez des ingrédients qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors relève-toi. Il y a un qui me dit, avec un pied déjà enflé, il te dira ceci, mais alembi vioyo. Soki na kokotata na samutuka na yekola mécanique. Je crois que nautika mamba machette. C'est-à-dire la jeunesse n'a pas simplement de bonnes personnes qui pourraient se mettre à leur écoute. Écoutez déjà pour tenter sensiblement de réduire tout ce qui trimballe émotionnellement comme charge. Et même si d'emblée, les résultats, il ne faut jamais s'attendre qu'il y ait un résultat à 80-100% directement. Mais même si on en sauvait déjà 2, et les 2, on en fait des bons disciples pour rentrer maintenant dans les cas, aller reprêcher la bonne nouvelle comme le fait nos communautés religieuses, ça sera déjà quelque chose. Et quelque part, vous avez dit une chose, il faudrait qu'on travaille ensemble. Même les communautés religieuses, aujourd'hui, nous avons combien d'églises? Et les églises devraient réellement aussi travailler pour la construction de cet homme meilleur. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons tous les livres sacrés, nous prenons les Corans, nous prenons la Bible, pour ne citer que ça met l'homme au centre. Ça aide à cultiver l'esprit de l'amour. Et là où il y a l'amour, il ne doit pas y avoir des méfaits comme ce que nous constatons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un très grand travail et la Fondation J'ai un cœur l'a testé. Et c'est un combat que j'ai mené. Et je l'ai fait à mes propres frais. Avec amour, sans avoir des prétentions, sans avoir en tout cas, il n'y a aucun appui du gouvernement à l'heure actuelle, mais ça ne me décourage pas. Je me dis, je veux continuer. Avec vos propres fonds. Avec mes propres fonds et avec les appels des fonds de personnes qui m'environnent, je les sensibilise sur, comme on dit, les devenirs des orphelins. Chaque année, depuis 5 ans, nous les accompagnons et actuellement, nous parrainons 8 orphelinats dans 6 communes de la capitale de Kinshasa. Et récemment, la semaine passée, grâce à un partenaire aussi, que je salue, Tekinker, nous avons pu rénover quelques orphelinats. Surtout qu'il fallait voir dans quelles conditions hygiéniques ces orphelins-là évoluent.
Il n'y a que de vivants pour s'occuper des vivants. Et c'est de notre responsabilité de faire en sorte que ces enfants ne soient pas délaissés, qu'ils soient utiles. C'est une ressource humaine non gaspillable. C'est à nous de les récupérer. Donc, nous faisons un effort avec les quelques personnes particulières. Hein. Nous cotisons, voilà. Nous faisons la rentrée scolaire proprement dite. Et pendant les fêtes, eux aussi, ils ont le droit de goûter un peu à la mayonnaise. Okay. Alors, nous organisons, nous préparons des repas symboliques, mais nous leur faisons aussi des séances d'éducation. Il faut les interpeller pour qu'ils ne puissent pas se sentir délaissés, qu'ils se disent que le chemin par lequel Dieu nous fait passer, lui seul maîtrise les tenants et les aboutissants. Exactement. Mais il ne faut pas perdre des vues qu'il nous avait créées avec amour. Et il dit qu'il ne fait exception de personne. C'est-à-dire qu'il y a des projets. Il est dit dans la Bible que le projet qu'il a formé sur nous, c'est des projets de bonheur, de paix et de non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc il faut les leur rappeler pour réveiller un peu une révolte en eux, c'est dire qu'ils devraient se battre. Madame Nathalie Kileleze, si j'étais un blanc, j'allais pleurer. C'est touchant ce que vous avez dit. Merci. Je rappelle ici que vous êtes présidente de la fondation J'ai un cœur, Madame Nathalie Kileleze Angelani. On va souffler un peu avec ces jingles et on se retrouve tout juste après.